Bonjour. Dans les épisodes précédents, tu as entendu qu'à l'origine, dans les écoles de la vie qui étaient autrefois les écoles d'arts martiaux, la codification, le rite et le rituel étaient omniprésents. La codification, le rite et le rituel ont toute leur raison d'être dans un lieu voué à l'étude de la voix parce qu'ils permettent de poser des actes symboliques qui s'accordent avec les rythmes et les lois auxquels toute la création est soumise. Là où on étudie la voix, tout est symbole, et rappelle-toi que nous avons évoqué le fait que le symbole est un moyen de communication, à même de faire passer des informations du monde visible au monde invisible. Il relie donc le monde des causes et celui des effets. La perte du sens des pratiques martiales traditionnelles est en grande partie liée à celle du sens des symboles qui les constituaient. Les éléments qui avaient le plus de valeur et d'importance autrefois parce qu'ils véhiculaient de l'information permettant d'harmoniser les choses dans le monde des causes, et par extension d'apporter la paix dans le monde des effets, ont été relayés au rang de conventions folkloriques. Nous avons perdu la signification des rites et des rituels, celle des pictogrammes, des représentations de personnages mythologiques, d'animaux ou d'éléments naturels qui figuraient tels des panneaux indicateurs de la voix dans l'enceinte des dojos ou des kwon ou sur les vêtements qu'on y portait. Ces symboles ne sont plus guère que des ornements décoratifs. Alors aujourd'hui, nous allons tâcher de redonner du sens à certains des symboles les plus employés dans les lieux où les arts martiaux sont censés t'indiquer la voie, car les connaître et les comprendre est crucial si tu souhaites éviter de faire fausse route. Commençons par le symbole des symboles, le Taijitu, plus connu sous l'appellation Yin-Yang. Ce pictogramme, synthétisant toute la pensée taoïste, est certainement celui que l'on rencontre le plus souvent dans les écoles d'arts martiaux. Pourquoi ? Eh bien parce que le Taijitu est voué à représenter la loi primordiale sur laquelle s'appuie le fonctionnement de l'univers. D'ailleurs, le terme Taiji est utilisé en Chine pour désigner la poutre faîtière sur laquelle s'appuie tout un édifice. Il n'y a pas de meilleur panneau pour indiquer la voie. Bon nombre de styles martiaux ont été élaborés afin de transposer le concept philosophique du Taijitu dans le mouvement, dans l'action. Vivre une philosophie dans le corps, c'est la manifester, c'est lui donner l'opportunité de prendre une forme et d'exister concrètement dans nos actes. Le Taijitu nous montre d'abord un cercle. Le cercle est symbole d'unité, c'est un tout. Et bien qu'ici il faille comprendre que l'on parle de l'ensemble de la création dont nous faisons partie, ce symbole s'applique aussi à toutes les unités existantes dans le tout. Le dessin nous montre que ce tout présente deux aspects de lui-même diamétralement différents et en perpétuelle mutation de l'un à l'autre. Ceci nous indique que dans notre univers, tout change tout le temps par le biais de l'interaction de deux forces contraires et qu'il y a un perpétuel mouvement de transmutation auquel toute la création est soumise. Ceci nous dit également qu'une chose n'existe que parce qu'il existe son contraire, et de ce fait que les polarités sont indissociables, complémentaires et surtout qu'elles forment un tout. La partie blanche du symbole est nommée Yang. L'idéogramme chinois Yang représente le soleil qui s'élève au-dessus des nuages chargés de pluie pour bientôt les chasser et briller de mille feux. L'idéogramme Yang nous montre donc un mouvement, celui du retour du beau temps. La partie noire, elle, est nommée Yin. L'idéogramme chinois Yin nous montre une accumulation de nuages annonçant la pluie, ce qui est également un mouvement. Rien de plus démonstratif que les aléas du temps pour nous donner cette notion de changement perpétuel et l'idée de la transformation progressive d'une polarité à l'autre. A noter que le dessin du Taijitu désigne que chaque polarité porte le germe de l'autre dans son ventre. C'est ce que représentent les points blancs et noirs dans les parties noires et blanches. Ainsi, le Yang détient la promesse du Yin et vice versa. Le Taijitu est symbole d'harmonie, car il expose la fluidité d'une interaction équilibrée des polarités qui composent un tout. Il nous montre la voie de la circulation optimale de l'énergie dans l'univers, la parfaite sinusoïde. Ceci procure non seulement une nature vibratoire à chaque élément de la création, mais donne également la recette de la santé, de la viabilité. En somme, tout vibre à différentes intensités dans l'univers, et pour qu'une chose soit viable, il faut non seulement que sa vibration soit harmonieuse, mais il faut également que celle-ci s'accorde sur celle du Tao.
La reconnaissance de l'impermanence, la non-résistance au changement, l'adaptabilité, la quête de la justesse en toute chose et celle du maintien de l'équilibre dans le mouvement constant sont les premières conclusions qui découlent de l'étude du Taijitu. Dans un lieu d'étude de la voix, ces conclusions engendrent des leçons qui font de la pratique une philosophie en action. Celui qui, dans une école d'arts martiaux, comprend ce symbole, réalise que le combat doit être considéré comme l'occasion de travailler concrètement sur l'unification des polarités. L'objectif de l'entraînement ne réside alors plus dans la volonté de vaincre l'autre, mais dans celle de parvenir à équilibrer le constant jeu des forces que l'adversaire tentera d'appliquer sur nous, et ainsi de ne faire qu'un avec lui dans un échange fluide et ininterrompu. Cela demande le développement de beaucoup de qualités, car il est bien plus compliqué de créer du lien, de l'équilibre et de l'harmonie que de la division et de l'opposition. Cela demande de l'écoute, une aptitude à adhérer au mouvement adverse pour en comprendre les intentions, les suivre, les rediriger, les absorber et les équilibrer. Cela demande un vrai travail sur soi pour acquérir les compétences physiques, techniques et mentales nécessaires à cette entreprise. Le combat peut être vu comme le creuset de l'alchimiste, dans lequel ce dernier s'applique à faire fusionner les matières après les avoir purifiées. Si le mariage opère, si l'harmonie est réalisée, alors l'esprit peut descendre dans la matière afin de l'illuminer. Le maître Ueshiba n'a-t-il pas obtenu le Satori à l'issue d'un combat au Bokken ? Dès lors que le Taijitu n'est plus, pour le pratiquant, un simple écusson qu'il convient d'arborer pour avoir l'air d'un guerrier, mais qu'il devient l'initiateur d'une conception du fonctionnement de l'univers, la voie s'ouvre devant lui. Il se met à reconnaître les grandes maladies que sont l'esprit de compétition, l'idée de séparation avec le tout, la croyance en la croissance infinie et l'ignorance des cycles naturels de l'existence. Sa pratique ne peut plus être conçue comme un sport, au contraire, elle est l'application d'une philosophie unificatrice dans l'acte le plus dualiste qui soit, le combat. Elle transforme ses schémas de pensée, le reconnecte au présent et à l'univers lui-même, lui fait vivre l'expérience d'une sagesse vivante, universelle et intemporelle, car toutes les écoles initiatiques savent que l'être humain apprend de l'expérience. Autre symbole très important présent dans les lieux où l'on étudie la voix, les éléments naturels. Quel pratiquant n'a pas été intrigué par leur présence ou leur évocation dans l'enseignement des arts martiaux ? Leur signification très hermétique fait l'objet d'interprétations souvent farfelues. Rien de tel que d'ajouter les mots feu, eau, terre ou air à la suite d'un nom de technique ou d'école pour lui conférer une dimension mystique attrayante. Les éléments ont énormément de choses à nous apprendre sur nous-mêmes, et cela tombe bien. La voix n'a d'autre but que de nous amener à nous connaître profondément. Sache que s'ils sont présents dans une école martiale, c'est parce que celle-ci place normalement l'étude du vivant au centre de ses préoccupations. Les éléments sont des conditions à la vie terrestre. Ils permettent au ciel de fertiliser la terre. Dans la nature, le feu du soleil pénètre l'air. Sous ses effets, l'air se charge d'humidité et engendre la pluie qui, à son tour, pénètre la terre pour la fertiliser. Les éléments sont des étapes de densification vibratoire entre le subtil et l'épais, entre le monde des causes et celui des conséquences. Nous sommes d'accord sur le fait que le feu enflamme. S'il n'est pas maîtrisé, il peut devenir très dangereux, mais s'il l'est, il peut réchauffer, éclairer, cuire, faire fondre, cautériser, soigner, assainir. Comme tous les autres éléments, il est essentiel à la vie, et dans une école de la vie, on se doit de savoir comment allumer un feu et le maîtriser. On se doit de savoir tout autant le faire à l'extérieur de nous-mêmes qu'à l'intérieur. Sache que si le feu est présent dans une école martiale, c'est pour symboliser tes pensées et tes croyances. Tes pensées et tes croyances, à l'image d'un feu nourrissant, vont alimenter tes sentiments, tes désirs et tes actes. Elles vont agir sur la matière. À l'intérieur du microcosme qu'est l'homme, le feu appartient au monde des causes. Ce que tu penses et crois entraîne chez toi des sentiments vis-à-vis de ce que la vie te propose d'expérimenter. Ces sentiments influenceront tes désirs, et tes désirs influenceront ta constitution et tes actes. Tu as peut-être déjà compris que l'élément air symbolisait tes sentiments. Une sensation, une émotion, c'est très volatile. Nous sommes encore dans le monde invisible à ce niveau. L'air représente ce qui est léger, aérien, éphémère, c'est le souffle, le vent, la brise ou la tornade. L'air représente ce qui agite, ce qui est instable. Tu peux comparer les sensations aux nuages qui défilent dans le ciel, poussés par le vent. D'ailleurs, tu as déjà pu observer comme ta perception d'un paysage peut très vite changer en fonction de la nature du ciel qui le couvre. L'espace d'un instant, tu le trouves accueillant, l'instant suivant, tu le trouves inquiétant. Ce que tu sens contient un énorme pouvoir d'influence, et lorsqu'un sentiment tourne en rond, il devient dévastateur. Ce que tu sens entraîne ce que tu veux ou ne veux pas. Ce que tu sens s'enregistre en toi pour constituer une banque de données issue de l'expérimentation.
C'est pour cette raison que tu utilises naturellement le terme « ressentir » face à l'émergence d'un sentiment. Les mémoires qui s'activent au contact de certaines situations dirigent bien souvent nos choix de réponse, nous enfermant ainsi dans une expression limitée de nous-mêmes. En prenant conscience, nous pouvons intégrer l'expérience et choisir consciemment d'y répondre avec la volonté de sortir du cercle infernal des schémas répétitifs nocifs qui nous font vivre toujours les mêmes situations douloureuses et par ce biais nous transmuter. L'eau symbolise tes mémoires. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il faut vider sa coupe lorsque l'on souhaite apprendre quelque chose de nouveau ? L'eau symbolise également tes désirs, ce que tu veux. Par l'eau, nous passons dans le monde visible et palpable des effets. Par l'eau, nous infiltrons la terre en la nourrissant de nos mémoires et de nos volontés. L'eau représente une matière douce, capable de venir à bout de toutes les matières solides. Cela nous en dit long sur la puissance des désirs. L'eau est insaisissable, elle s'adapte, se répand, s'infiltre, relie, réunit. Et oui, une autre expression nous dit d'ailleurs que nous sommes tous dans le même bain. L'eau fertilise, hydrate, assouplit, rafraîchit, nettoie, purifie. Sachant qu'un fœtus humain contient 80% d'eau, le nourrisson 75% et l'adulte 65%, nous pouvons mesurer à quel point nous sommes des récepteurs et émetteurs d'informations vibratoires. Enfin, la terre symbolise la matière solide de ton corps physique, les os, la chair, les dimensions physiques de tes organes et viscères. Mais la terre représente aussi tes actes, ce que tu crées. Grâce à cette description symbolique des éléments, tu peux à présent comprendre le sens de leur présence dans le cadre d'un enseignement martial traditionnel qui te demande constamment de travailler la pureté de tes intentions, la gestion de tes émotions, la tempérance de tes désirs et la maîtrise de tes actes. Si tu comprends l'interaction des éléments, tu comprends que pour créer quelque chose dans la matière, il faut une idée, un concept. Il faut ensuite être animé d'un sentiment, avoir une ferme volonté et agir intelligemment en conséquence. Tous les jours, tu poses des actes, tu es donc créateur, mais peut-être que tes créations ne sont absolument pas accordées avec ce que tu es en essence. Il se peut que tes actes soient influencés par tout un tas de croyances, de sentiments et de désirs artificiels fabriqués par d'autres que toi. La pratique martiale en tant que voie a cet objectif de te reconnecter à ce que tu es profondément. Elle ramène de la cohérence, de l'alignement et de l'unité en toi, car tout ce que tu y apprends se mesure en termes de cohérence, d'alignement et d'unité. En te ramenant dans la vérité du moment présent, la pratique martiale t'amène à faire le vide en toi. La nature qui a horreur du vide viendra le remplir. Tu seras alors inspiré par les volontés célestes du moment. Tu entreras en résonance avec le Tao qui te révélera peu à peu le sens de ton existence à travers des songes, des ouvertures de conscience, des besoins de service. Ton feu sera nourri de la source de toute chose. Ton air, ton eau et ta terre en seront assainis. Il sera alors de ton devoir d'ajuster tes actes sur cette sagesse intérieure qui te poussera à prendre soin de la vie en toi et autour de toi, et à offrir ainsi au monde l'essence de ce que tu es. Vois-tu, le symbole a de tout temps été utilisé pour indiquer un chemin. Parfois, c'est par sa géométrie qu'il influence, qu'il suggère, qu'il parle à l'inconscient pour orienter nos pas. Dans les écoles martiales traditionnelles, on rencontre souvent les trois formes géométriques basiques que sont le carré, le cercle et le triangle. La géométrie organise l'énergie autour de nous, mais elle le fait aussi en nous. Par exemple, le carré, parce qu'il encadre et délimite un espace en 4 directions, est la figure généralement adoptée dans les écoles d'arts martiaux pour dessiner l'aire de pratique. Le carré laisse une impression de stabilité et d'organisation. Il est rassurant par l'équilibre de sa structure et ses angles invitent notre intention à déterminer son centre. Lorsqu'il est orienté selon les points cardinaux, il indique les 4 éléments dont nous avons parlé précédemment. Le cercle, lui, concentre. Il réunit les esprits et les corps autour d'un sujet. Il canalise les forces. Enfin, le triangle oriente. Dans nos esprits, il influence l'idée d'une direction ou d'une distribution d'un point source à un ensemble. Le cercle, le carré et le triangle représentent également la sphère, le cube et la pyramide. Les 3 formes sont associées entre elles pour désigner les 3 stratégies d'adaptation qu'il faut maîtriser et savoir combiner afin d'être en mesure de mener un échange martial dans les règles de l'art et non une bagarre. La sphère désigne la stratégie de l'absorption. Le cube, celle de l'opposition. La pyramide, celle de la déviation. Il suffit d'imaginer prendre appui sur chacune de ces figures pour comprendre leur pouvoir de suggestion. Si on appuie sur une sphère, celle-ci roulera ou pivotera sur son axe, nous empêchant ainsi de trouver une résistance. Ce sera forcément tout l'inverse pour un cube. Sa stabilité lui procurera la capacité de rester immobile face à notre appui.
La force de notre poussée sera harmonieusement répartie dans le sol. Enfin, une pyramide dont le sommet pointerait vers nous et dont la base serait plaquée contre un mur dévierait automatiquement notre force le long de ses parois. Qui sait utiliser la géométrie sait organiser la vibration, et donc l'énergie. L'art du son qui guérit ou qui tue semble avoir été un sujet de préoccupation qui a traversé les temps et entraîné l'élaboration d'écoles de bâtisseurs. Mais il a également influencé l'émergence d'écoles du mouvement, car le corps humain est un édifice géométrique conçu pour faire circuler de l'énergie. Les arts martiaux sont parmi ces arts ancestraux qui mêlent intention, souffle et mouvement. Et si la codification y est présente pour organiser harmonieusement le corps à travers le geste à l'aide de la géométrie, ce n'est pas par hasard. Parlons à présent des nombreux animaux qui apparaissent sur les murs, les écussons ou les vêtements des écoles d'arts martiaux. Bien entendu, le dragon et le tigre sont ceux que nous retrouvons le plus souvent, tout simplement parce qu'ils sont une représentation des polarités de l'énergie de vie. Le dragon, créature mythique, représente l'aspect immatériel, invisible, spirituel, émetteur, raffiné, thermique et subtil de l'énergie qui circule en spiralant dans les sphères célestes. Le tigre, lui, représente la manifestation matérielle, mécanique, dynamique, réceptrice de cette même énergie qui prend forme sur la Terre dans le monde des effets. On aura vite fait de parler des courants d'études internes et externes pour expliquer rapidement ce que représentent ces deux animaux, mais encore une fois, l'explication fournie sous cette forme induira souvent l'idée d'une séparation et non d'une unité à réaliser. C'est pourtant bien là l'objectif de la réunion de ces deux animaux au sein d'un même symbole. Suggérer à celui qui entre sur la voie du guerrier que sa quête est celle de parvenir à une complétude, un accomplissement. Le tigre et le dragon réunis nous montrent donc deux domaines de développement à équilibrer constamment pour parvenir à cette complétude. Bien entendu, ils suggèrent l'équilibre des travaux énergétiques internes et externes, mais il serait bon de rappeler qu'ils indiquent également deux autres équilibres essentiels à maintenir. Celui du développement des qualités physiques et de celles de l'esprit, mais aussi celui des qualités qu'on jugera masculines et celles qu'on jugera féminines. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'archétype du guerrier parfait, selon la vision chinoise ou japonaise, impliquait que celui-ci soit également poète, musicien, guérisseur ou maître de composition florale. Le raffinement de l'être, l'éducation, l'étude des arts et des rites et surtout la culture de la vertu n'étaient pas dissociés de la construction des compétences guerrières dans les écoles martiales traditionnelles asiatiques qui n'entendaient pas offrir à l'humanité le genre d'êtres bestiaux, incultes et irresponsables qui sont aujourd'hui fabriqués à la chaîne par les clubs de sports martiaux. Le serpent et la grue blanche sont également deux figures animalières reconnues pour représenter les polarités, mais avec une connotation plus symbolique encore. Le serpent sillonne la terre. De ce fait, il suggère que l'énergie vitale circule de façon ondulatoire dans la matière. Il y a là une information importante pour l'artiste martial qui souhaite influencer la circulation de l'énergie vitale à travers ses mouvements. La grue nous montre la vertu par la blancheur de ses plumes et l'ouverture spirituelle par le déploiement de ses ailes. Enfin, la grue est un oiseau, son domaine est le ciel. Si certains arts martiaux se disputent la légende qui dit que leur création découle de l'observation d'un combat entre un serpent et une grue blanche, c'est bien parce que la symbolique qui est cachée derrière est une des plus efficaces pour montrer la voie. D'autres animaux, réels ou mythologiques, s'ajoutent souvent aux bestiaires précédemment évoqués. Phénix, aigle, léopard, ours, menthe religieuse. Pour comprendre la raison de leur présence, il est nécessaire d'aller chercher la vertu ou la qualité qu'ils représentent et arrêter d'imaginer qu'ils ne sont là que pour inspirer des techniques de combat. Le développement des vertus et des qualités du corps, de l'esprit et du cœur était l'objectif de l'entraînement aux arts martiaux. Un proverbe martial célèbre dit à ce propos « Peu importe la longueur de son sabre si un homme n'a pas la vertu ». Il faut que tu comprennes que puisque la voie souhaite que tu réalises ce que tu es entre le ciel et la terre, et que tu réalises ainsi ta complétude, elle va, par le symbole, t'indiquer les étapes à suivre pour le faire. Si le symbole animalier est un moyen assez efficace pour te montrer que cet accomplissement passe par un chemin de vertu, la figure d'un personnage historique ou mythologique l'est encore davantage. Lorsque Bouddha, Bodhidharma, Chang Sang-feng, Fuxi, Nuwa ou d'autres personnages apparaissent dans ton dojo ou ton kwon, te poses-tu un instant la question de qui ils sont et pourquoi ils sont là ? Te demandes-tu le sens de leur présence ? Crois-tu qu'ils soient là pour décorer un lieu et lui prodiguer un petit côté folklorique ? Penses-tu qu'ils soient là pour te dire que la raison de ta présence dans un lieu d'étude des arts martiaux est d'apprendre à être un artisan de la violence ou un champion de la chorégraphie stylée, criarde et vide de sens ? Non. Ils ne sont pas là pour ça. Leur histoire ou leur légende ont une valeur autant initiatique qu'inspirante.
Elle nous renseigne sur notre origine, notre nature, le sens de notre existence. Elle nous donne des exemples de maîtrise, de bravoure ou de créativité. Elle nous donne des directions à suivre sur le chemin de la connaissance de nous-mêmes, mais, formatés à être aveugles, nous ne voyons rien. Soumis à un système qui a organisé la fabrique de notre ignorance pour que nous acceptions joyeusement la condition d'esclave qui nous inflige, nous sommes incapables de recevoir leurs messages. Coupés de la nature et du sacré, nous n'avons plus les moyens de contacter cette part de grandeur qui est en nous et que les symboles nous rappellent. Pourtant, aujourd'hui, cette part de nous-mêmes crie plus que jamais, nous appelons à son service. Si tu souhaites retrouver le sens du point, commence déjà par oublier tout ce que tu crois savoir sur toi-même, sur le monde et sur le point lui-même. Ce point est une main vide, mais le vide n'est pas rien. Le vide est source de connaissance. Alors ouvre cette main, ouvre ton esprit, ton cœur et tes yeux. Les arts martiaux ont un message salvateur à faire passer. Si tu es prêt à l'entendre, tu seras initié et cela se fera d'abord à travers les symboles. Tu verras alors ce que d'autres ne voient pas, tu comprendras ce que d'autres ne comprennent pas, et se révélera à toi le sens du point. Where have all the good men gone and where are all the gods? Where is my Hercules to help me fight the odds? Isn't there a white knight somewhere for me? Late at night I toss and turn and dream of what I need. I need a hero, holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong, he's gotta be fast, gotta be ready to fight. I need a hero, I'm holding out for a hero till the morning light. He's gotta be sure, it's gonna be soon, and it's gotta be larger than life. Larger than this life. Somewhere after midnight in my wildest fantasy, just beyond my reach I see him reaching back for me, racing on.